Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démonétisé, le podcast qui parle de films pour adultes, sans censure, mais du coup aussi sans revenu. Aujourd'hui, je suis ravie d'être en duplex avec Ursinae Vesperal, qui est une créatrice de contenu pour adultes, que j'ai rencontrée il y a quasiment 10 ans, ça ne nous rajeunit pas, et qui va donc aujourd'hui nous parler un peu donc, de son parcours dans le milieu de la création de films porno et de la manière dont elle aborde la création des vidéos et des films qu'elle fabrique. Bonjour Ursinae. Bonjour. Est-ce que ça va ? Ça va très bien. Il fait très chaud. Ouais. Est-ce qu'il fait beau par chez toi ? Parce que du coup on est loin. Il fait dégueulasse, mais il fait chaud. Super. C'est pas une super journée. Il fait dégueulasse. Voilà, il fait chaud et humide. Je vois. Écoute, je pense que le plus simple, ce serait que tu commences par nous parler un petit peu en fait de toi, de comment t'es arrivé dans le porno. En fait, par quel moyen en fait t'es arrivé dans le porno. C'est là où il faut que je sois synthétique. T'es pas obligé d'être synthétique. Si jamais je vois qu'on te perd, je te rattrape. Moi, j'ai fait la pipeline modèle vivant, photo de nu, vidéo érotique, porn. En Ok. gros. Ok. Donc t'as commencé par nu j'imagine pour des dessinateurs ou pour des gens comme ça en fait, c'est ça ? Ouais, en fait, j'étais étudiante, j'avais pas un rond. Je viens pas du tout d'un milieu aisé. Et comme mon école c'était genre 40 heures par semaine, plus énormément de travail à la maison, je pouvais pas avoir un mi-temps à côté. Et comme j'ai toujours été hyper à l'aise avec la nudité et le rapport au corps, et comme moi-même, je faisais des études d'art, donc je sais comment regarder les modèles, je me suis dit, je vais faire modèle vivant, parce que ça permettait de faire juste quelques heures par-ci par-là et de faire quand même pas mal d'argent. Donc ça m'a un peu sauvé la vie pendant mes études. Et ensuite, je suis passée à la photo, mais en fait, j'ai mis du temps, parce que comme pour le modèle vivant, pour moi, c'était un truc complètement désexualisé. C'était vraiment... pour moi, la nudité et la sexualisation, c'est très, très différent. Et j'étais naïve. J'aime bien. Oui, on se rend vite compte après, effectivement. Ouais. Que voilà, ce qui s'applique pour nous ne s'applique pas toujours aux autres. Et ouais, j'avais envie de faire de la photo, mais justement, j'avais pas envie de poser pour des photographes de nu, parce que je trouvais ça hyper creepy, et il y avait un truc de regard masculin qui me plaisait pas du tout. Donc j'ai commencé à faire beaucoup d'autoportraits, de poser plutôt avec des copines, et puis très rapidement, j'ai fini sur Suicide Girls. Ok. Voilà. Donc Suicide Girls, je remets un peu en contexte pour les personnes qui sont innocentes et qui n'ont jamais regardé de contenu adulte nulle part sur Internet. Donc Suicide Girls, c'est un site qui, à la base, était créé pour mettre en avant des modèles alternatifs, c'est-à-dire des personnes avec des looks un peu différents. Donc à l'époque, c'était beaucoup de personnes avec les cheveux colorés, des personnes avec des tatouages, avec des piercings, mais qui, si je peux me permettre, finalement, au fil des années, s'est révélé être un site pas du tout inclusif, où on retrouve finalement quand même très très souvent les mêmes corps, les mêmes morphologies, un peu le même type de personnes. Ce qui du coup en fait a eu un peu l'effet inverse de ce que c'était censé être au départ. Enfin, tu me corrigeras si je me trompe, mais voilà, c'était Suicide Girl, c'est un peu ça, quoi. C'est exactement ça. Mais toi, t'étais content ça veut dire ça t'a apporté des choses d'être sur Suicide Girl à l'époque ? Oui, ça m'a apporté une communauté de dingue, ça m'a apporté du boulot, ça m'a apporté... j'ai voyagé dans plein de pays pour faire des photos, parce que après je suis devenue photographe aussi, avec des modèles super cool de plein de pays. Mais, comme tu dis, niveau... la réalité de ce que c'est est catastrophique, et je donne toujours comme exemple, je suis blanche, je suis mince, je suis pas de ouf dans les canons de beauté, genre du porn mainstream, mais en fait, je suis quand même blanche et mince. Mais juste à l'époque, j'avais les cheveux courts. Et déjà ça me mettait vraiment à la limite de ce que le site recherche. Donc c'est dire, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Juste parce que t'avais les cheveux courts, ouais. Juste parce que j'avais les cheveux courts et que j'étais pas très féminine. Voilà.
Donc j'étais déjà un Oui, peu oui, ok, je vois. la Ok, caution française artsy garçonne, quoi. ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après Suicide Girl? Enfin, qu'est-ce que tu dis, ça t'a apporté une communauté? Qu'est-ce que ça t'a... En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est au moment où je suis partie vraiment de Suicide Girl qu'en fait, qui est donc du porn softcore, mais qui essaye de faire style, c'est pas du porn, mais c'en est. Bah Comme non, beaucoup, mais comme voilà. beaucoup de sites un peu comme ça, ouais. Ouais. Après, il y a aussi un contexte de législation aux États-Unis où il y avait une guerre contre le porn aussi. Donc, c'est pas seulement du branding et c'est pas seulement Mhm, pour attirer les gens, c'était aussi pour éviter de se faire mhm. censurer. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes qui rentrent là-dedans en se disant ah, c'est super, c'est du boudoir, ça n'a rien à voir avec le porn. Bah non, en fait, c'est du porn soft. Mm. Et je suis vraiment tombée là-dedans, hein. Et c'est quand je suis T'es partie. tombé dans le piège, tu veux dire, de Ah croire que c'était oui! pas du porno? C'est Oui, oui, ça? oui, bah, D'accord. comme de nouveau, pour moi, le rapport au corps n'est pas forcément sexualisé, en fait. Donc, je pense qu'il y a une partie de moi où j'étais, je sais très bien qu'il y a des mecs qui se branlent sur ces photos, mais moi, je suis venue pour les filles. Moi, clairement, je suis venue sur le site pour choper des lesbiennes, hein, on va pas se mentir. Donc, et ça a marché. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On m'a dit, Oui, les oui, 3 quarts des modèles, elles sont bi ou lesbiennes. J'ai fait, j'arrive. Voilà. je comprends. Voilà. Et Parce donc, que il faut pas croire aussi, c'est que, bon, on dit ça, on vous dit ça parce qu'on est entre nous, mais il y a quand même des personnes qui... Enfin, en fait, on peut se lancer dans le porno parce qu'il y a un besoin financier. On peut se lancer dans le porno parce qu'on a envie d'en faire. On peut se lancer dans le porno parce qu'il y a une, je sais pas, un appel, une créativité, une envie de liberté. Mais on peut aussi se lancer dans le porno parce qu'on aime le sexe et qu'on a envie d'en faire et qu'on a envie de rencontrer d'autres gens qui aiment le sexe et qui ont envie d'en faire. C'est aussi une raison pour laquelle des gens tournent et des gens sont dans le porno. Et je et sais que c'est mon actuellement, cas. c'est donc, et c'est donc le cas de Ursinaï. Le souci, c'est que... Le souci, c'est pas un souci, mais c'est juste que du coup, surtout de plus en plus aujourd'hui, avec l'essor des plateformes comme OnlyFans et tout ça, on a de plus en plus des personnes qui se sont lancées dans le porno par besoin financier ou parce que c'est une carrière, en fait, c'est une bonne carrière, et qui sont pas forcément là parce qu'elles aiment le sexe. Et du coup, quand il y a les deux qui clashent, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à collaborer avec des gens qui sont là parce qu'ils ont vraiment une envie de faire du sexe et de filmer du sexe, et on se retrouve peut-être face à des gens qui en fait sont là juste parce que c'est 8h, 17h, métro, boulot, dodo, et que c'est leur taf. Et du coup, des fois, les énergies marchent pas. Enfin voilà, Oui. c'est aussi un truc à considérer des fois. Mais donc toi, Bah, du coup, Suicide Girl, bravo les lesbiennes, et voilà quoi. oui. Et en fait, à cette époque-là, j'étais aussi avec une amie qui avait un peu la même vision artistique que moi, et on a commencé à faire des vidéos érotiques parce que justement, on se retrouvait sur la volonté de mélanger la sexualité qu'on appréciait et vraiment une vision artistique. De nouveau, j'ai une formation d'artiste, c'est aussi juste pour ça, je pense que ça se mélange. Enfin, anyway. Et je pense qu'il y a une partie de moi où, en quittant Suicide Girl, en fait, je voyais à quel point il manipulait énormément les jeunes femmes qui pensaient ne pas faire du porn et ils se font un blé dessus, mais un truc de dingue. Et je me suis dit, en fait, Hmm. tant qu'à faire, au lieu de faire un truc subi où je me fais phagocyter par une grosse compagnie, en fait, je vais faire mes trucs à moi. Et je vais montrer Hmm. la sexualité de la manière dont moi je veux. Et après, moi, j'ai toujours eu un besoin de représentation très fort. Mhm. Euh, Parce que, enfin voilà, moi j'étais le genre de personne à 15 ans, je tapais femmes qui s'embrassent, tu vois, sur internet parce que j'en trouvais nulle part, tellement il y avait un manque de représentation gay. Non mais vraiment. Et Oui, bien sûr, je ne tombais que oui. sur du porn mainstream ou quelques Tumblr. Dieu merci, il y avait Tumblr. Et donc très jeune, je me suis dit, j'ai envie de créer les images que moi je cherchais jeune, en gros. Mhm. Et donc on a Ok, commencé. je comprends. Ouais, j'ai commencé, je sais, à faire une pub pour un strap-on. C'était genre vraiment, je pense, mon premier Ok. film érotique Ok. pour une marque de strap-on qui n'existe plus malheureusement. Et d'ailleurs, c'était une pub et ce petit film a eu un buzz, c'était vraiment super. Et c'est des mondes qui se croisent de ouf, qui sont ouf, parce que je sais que pendant qu'on tournait le film, il y a Ovidie qui tournait son court-métrage sur À quoi rêvent les jeunes filles, son documentaire. Ok. Ouais, Ok. anyway. Et en même temps, toujours grâce à Tumblr, j'ai découvert Four Chambers. Ok.
Et je me rappelle, mais dit waouh, c'est exactement ça qu'on essaie de faire avec mon ami. Donc je les ai contactés immédiatement en mode j'ai vu que vous cherchez des collaborateurs, je suis hyper intéressée. Et Vex m'a dit t'es littéralement la première personne à nous avoir écrit. C'est vrai, c'est super. Donc, pour les auditoristes, Fort Chambers, donc, que vous pouvez retrouver sur le site fortchamberedheart.com, c'est un studio de porno indépendant artistique britannique qui existe du coup depuis 2013. Leurs premières vidéos, elles doivent dater de 2012-2013, quelque chose comme ça, et qui sont, je pense, une pièce majeure de la scène contemporaine, de ce qu'on va appeler le post-porn, dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire comment réinventer le porno une fois que le porno existe, en fait. Donc, c'est des personnes qui font du porno qui est vraiment 100% inspiré de l'art, avec vraiment énormément de références culturelles, artistiques, et qui vraiment cherchent à renouveler l'imagerie pornographique, à renouveler même la narration, la manière dont les films sont faits, où il y a vraiment une narration qui est complètement déconstruite, et qui, je pense, vont être étudiés pendant des années et des années et des années, parce qu'ils ont vraiment transformé la manière de faire du porno actuellement, je pense, pour le milieu indépendant et pour le milieu artistique, et qui ont en plus la chance, enfin c'est pas une chance parce que ce qu'ils font c'est formidable, mais qui ont en plus la chance d'avoir vraiment le public qui les a suivis et qui les a soutenus dès le départ, parce je pense que le public a assez rapidement compris qu'on était face à quelque chose de vraiment inédit et de vraiment assez fantastique, quoi. Donc si vous connaissez pas Fort Chambers, faut foncer, faut y aller, si vous voulez savoir c'est quoi la différence entre du porno mainstream et du porno alternatif, il n'y a pas meilleur exemple, je pense, que Fort Chambers pour vous donner une claque visuelle pour comprendre en fait de quoi on parle, quoi. Donc ok, tu contactes Fort Chambers. Et bah en fait je pense que là, jusque-là, j'avais un pied, à peine j'avais trempé un peu quelques doigts de pied, et là j'ai plongé en fait. C'était... bah non mais je me suis... plongé. Bah ouais, en vrai, j'ai plongé en plus, parce que la première fois qu'on s'est retrouvés pour faire un film, moi je pensais, enfin en fait j'avais presque plus lancé une candidature pour être réalisatrice. Parce que, et le jour où on devait filmer, et que je suis arrivée, m'a dit, bah du coup tu veux performer ou tu veux filmer? Et moi j'étais là, bah... peut-être les deux, je sais pas, est-ce que vous voulez que je performe? Et là, il y a toutes les modèles qui ont fait « Oui !» Et j'ai fait « Ah, d'accord !» Voilà. Parce que quand Vex te dit « Est-ce que tu veux tourner dans le film ?» Bah juste tu enlèves tes vêtements et tu y vas, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être elle avait pas la même aura aussi qu'Alep. Si elle avait déjà, tu penses qu'elle avait déjà cette aura? Bah, en fait, oui, c'est vrai, parce qu'il faut se rappeler que Vex a aussi commencé. Donc Vex, qui est la personne qui a créé le studio Fort Chambers, était une camgirl très très active sur Chaturbate notamment, pardon. Et avait déjà, il y avait déjà, en fait, on sentait déjà le charisme et une aura en fait qui était particulière avec Vex. Donc oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y avait. Elle avait déjà une certaine présence sur Internet. Et donc ça devait être aux alentours de 2013-2014, c'est ça? En gros, hein. 2013. 2014, je pense. 2013, voilà. Ok. Très bien. Ouais, donc ça nous rajeunit pas, effectivement. donc, ouais. Ok, et donc voilà, tu tournes avec Fort Chambers, et après, après, tu te dis, bah, vas-y, moi, je vais faire mes propres films, ou est-ce que t'as collaboré avec eux régulièrement? Comment... Bah, les deux, en fait. Parce qu'il y a un matin où tu t'es dit, je vais faire mes films, mais en fait, c'est arrivé comment? Bah, en fait, je le faisais déjà. Donc, c'était déjà en cours avec mon ami. Et donc, en fait, en tournant ça avec Fort Chambers, j'étais là, ah oui, bah oui, c'est 100% ce que je veux faire. Donc, j'ai continué. Mais voilà, moi, j'étais juste toute seule. Donc, je pense qu'à l'époque, je faisais quoi? Un film par an, maximum. Je faisais des tout petits trucs. J'ai refait une deuxième collab la même année avec eux. Et après, il y a eu Berlin. Et après, il y a eu Berlin. Berlin, ça fait partie des sujets justement que je voulais qu'on aborde, parce que je voulais vraiment qu'on parle de ça, qu'on parle de l'importance, en fait, des porn film festivals. Voilà. Donc, tu t'es rendu là-bas? Le film qu'on a fait avec Fort Chambers a été sélectionné, donc on y est tous allés. Et tous, parce qu'il y avait 4 performeuses sur ce film, plus les filmmakers, les réalisateurs, actrices. L'enfer. Donc on est tous allés à Berlin, et ça a été l'épiphanie pour moi, parce que donc Berlin, c'était vraiment un porn film festival queer, indépendant, qui avait une diversité de sélection de films incroyable, et c'est très difficile d'expliquer ce festival pour ceux qui n'y sont jamais allés, parce que c'est vraiment un
un cocon, comment dire, un laboratoire de créativité incroyable, parce qu'il y avait tous ces performeurs indépendants qui se retrouvaient, et il faut comprendre que quand on fait du porn, on est très isolé. C'est un métier qui est très très isolant. C'est pas quelque chose dont on peut parler avec n'importe qui à côté. On est souvent tous dispatchés dans différents pays. Euh, Pareil, moi j'ai fait un tout petit peu de cam à un moment, et donc on est juste seul face à une caméra tout le temps en fait. Et Berlin, c'est soudain, tous ces gens-là se réunissent. Et moi qui venais du truc artistique, queer et indépendant, en fait j'ai enfin vu des films. J'étais ah mais voilà ce que j'ai cherché toujours, en fait, ce que j'ai toujours voulu voir, des représentations que j'ai toujours recherchées, des films que je ne savais pas que je voulais voir aussi, des films que je voulais vraiment pas voir, mais juste je me suis tout pris dans la tronche en mode oh waouh, ok, en fait il y a tout cet écosystème que je connaissais pas, qui était hyper inspirant, hyper motivant. Et après, c'est devenu une tradition. Et donc, voilà, en général, avec Carmina, on est allé à Berlin quasiment tous les ans. Ouais. Parce que c'est ce Ah moment ben, pour ouais. retrouver ses collègues, ses copains, Mhm. cet univers dans lequel, enfin, on est hyper safe, on peut bosser ensemble, on est célébré. Et ça, c'est un truc que je dis toujours, les festivals, c'est le seul moment quasiment où les gens du milieu du porno sont célébrés. Et on a vraiment besoin de ça, vu le stigma qu'on se prend constamment. Et puis, c'est extrêmement inspirant. Et donc, voilà, chaque année, j'essayais d'avoir un film en sélection à Berlin pour pouvoir avoir une excuse pour y aller, pour être inspiré à nouveau et pour continuer à faire des films. Ça a vraiment Mhm. fait un... Ouais, ça, je pense que ça a été vraiment le nœud Oui. de créativité pour moi, quoi. Et de Et du coup, pour les communauté. personnes qui sont... Oui, une communauté, bien sûr, oui, Ouais. oui, c'est... En fait, c'est ça, bah, tout ce que tu dis, c'est... Je pense que c'est une expérience assez universelle des personnes qui travaillent, on va dire, qui créent leur propre porno et qui travaillent indépendamment dans le porno, c'est ça, c'est que... Et c'est que c'est drôle parce que c'est un peu méta, parce qu'en fait, là, on est en train de se parler toutes les deux, on est seul face à notre caméra parce que t'es à l'autre bout du monde et que moi je suis dans mon salon et que t'es dans ton salon et qu'on est toutes les deux seules devant la caméra. Et en fait, c'est notre quotidien, c'est d'être seul devant la caméra, devant l'ordi, sur le téléphone, en train de faire ses selfies, en train de faire des vidéos. Et pour les personnes du coup qui travaillent dans le porno, en fait, il y a ce besoin d'avoir des collègues parce que sinon on est seul et qu'il n'y a pas il y a pas de moment où on peut bah, tu vois, un peu faire du ping-pong d'idées, se rassurer les uns les autres, voir ce qui a été créé à droite à gauche, voir ce que les... un peu voir tout ce qui s'est... Enfin, tout ce qu'il est possible de faire et tout ce qui va nous inspirer pour l'année qui vient. Et donc pour les personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un festival de films, pour résumer en gros, le Porn Film Festival Berlin qui fête sa 20e année cette année, sa 20e édition, c'est un festival qui commence le mardi et qui se termine le dimanche, où en gros, il y a possibilité de voir dans 2 ou 3 cinémas différents selon les années, des courts-métrages pornographiques, des longs-métrages pornographiques, des films, des documentaires, toute la journée, en gros de midi à 1h du matin, toute la journée, dans au moins 4 ou 5 salles, il y a des films porno pendant toute une semaine, du mardi au dimanche. Et c'est d'une richesse et d'une variété que je pense les gens ne peuvent pas imaginer. Parce qu'on a toujours cette tendance, quand on pense au porno, à penser au porno mainstream et à penser aux trucs qu'on va voir sur les tubes, sur Pornhub, sur Xhamster, etc., où ça va être des vidéos très hétéronormées, un homme cis, une femme cis, pipe, levrette, éjac facial et bonne nuit les petits, et voilà. Sauf qu'en fait, le Porn Film Festival Berlin, qui a du coup maintenant plein d'émules partout, c'est-à-dire qu'il y a maintenant le Porn Film Festival Amsterdam, le Porn Film Festival Vienne, le Porn Film Festival Barcelone, il y en a maintenant beaucoup dans toute l'Europe, il y en a jusqu'en Amérique latine, au Mexique, au Chili, etc. Maintenant, il commence à y en avoir en Inde. Ce sont des moments où en fait on peut célébrer une forme de porno qui est différente et qui n'est pas le porno mainstream en fait. Donc vraiment, si vous avez un Porn Film Festival à porter près de chez vous, foncez, allez-y, parce que c'est vraiment un... Ouais, Enri- ça retourne le cerveau, C'est vraiment. enrichissant, je pense. Oui, Très, très oui, enrichissant. oui, vraiment. Et aussi, ce que tu dis, par exemple, Berlin, quand ça a démarré, c'était juste 3 jours, hein. Je pense que les premières fois que j'y suis allée, c'était Ouais. 3 jours. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment explosé, qui s'est vraiment, vraiment développé. Et plus ça a grandi aussi, plus ça a attiré le monde. Il faut aussi voir que pour nous, c'est aussi un moment où en fait tous les performeurs sont là, tous les Mm. réalisateurs sont là.
Et donc, c'est aussi Mmh. simplement un moment qui est hyper pratique pour nous pour tourner. Donc, en général, on se retrouve à Berlin et on fait des films. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, je sais que je crois que là, sur Carré Rose, actuellement, sur Carré Rose Film, je dois avoir quelque chose comme 16 courts-métrages qui sont publiés et je pense sans exagérer que la moitié ont été tournés, pendant Berlin ou à la veille Mmh ou mh. après le festival, quoi. Là, de tête, vraiment, enfin ou alors, de toute façon, s'ils n'ont pas été tournés à Berlin, ils ont été tournés avec des gens que j'ai rencontrés à Berlin. Exactement. C'est-à-dire que là, dans tous les performeurs qu'il y a sur le site de Carré Rose Film, dans les premiers films que j'ai faits, bah, du coup, il y avait June Fontaine que j'ai rencontrée à Berlin, enfin avec qui vraiment j'ai commencé à sympathiser à Berlin alors qu'en fait, elle est de Paris. Toi également, parce qu'on s'était croisés une fois à Paris, mais c'est à Berlin qu'on a Ouais. vraiment fait connaissance. Dans les toilettes. Kali Soudra que j'ai rencontré à Berlin, Dante Dionis que j'ai rencontré à Berlin, Ouais. Bishop que j'ai rencontré à Berlin, Bishop Black, toutes Ah! les et les films qui ont été tournés là-bas, avec Fennel, avec Dante, enfin voilà. C'est là-bas où vraiment les choses se passent, quoi. Et pareil, si vous connaissez Four Chambers, si vous connaissez Aorta Films, combien de dizaines, de centaines maintenant, je pense, de courts-métrages et de films ont été tournés à Berlin. Il y a des années, je suis certaine d'avoir tourné au moins 4 trucs ou 5 trucs la même semaine à Berlin, quoi. Pareil. Je me souviens toi-même, on avait fait, c'est bien, on vous raconte un peu notre vie en même temps. Il y a une année à Berlin où je me souviens très bien on avait embauché Cali, toutes les 2 pour pouvoir tourner, pendant une matinée avec Cali et sur une matinée à Berlin, on a tourné un film pour Ursinae et un film pour moi avec Cali et du coup, en une matinée, 3 personnes, pouf, on a fait 2 petits films qui ont été sélectionnés dans plein de festivals et qui sont chouettes parce qu'en plus, ils sont basés sur un concept un peu similaire et qui montrent vraiment, nos 2 approches qui sont complètement différentes. Et donc ouais, Berlin, c'est la créativité. Les Point de Film Festival, c'est la créativité. Là, cette année, j'ai eu la chance d'aller au Point de Film Festival Amsterdam, d'aller à Queerred, d'aller au Point de Film Festival Bruxelles, qui, à mon sens, est, je pense, le deuxième meilleur juste après Berlin. Et pareil, j'ai vu des films où à chaque fois, je repars du cinéma. Et en fait, ça même des fois, genre, je suis jalouse parce que je me Mmh. dis, putain, mais ce film est incroyable. Mmh mh. Mais la créativité des gens et la manière de faire, c'est tellement beau, c'est tellement riche et c'est tellement des choses qu'on voit nulle part ailleurs, quoi. Enfin, je me Oui. souviens que le premier film que j'ai vu à Berlin, c'était sur des vampires noirs lesbiennes. De où tu vas trouver ça sur les tubes ou sur un site de porno mainstream? Jamais, Mmh mh. jamais. Donc vraiment, ah, enfin moi, on pourrait en parler pendant 10 ans, C'est drôle que tu ce que et tu ouais. dis parce que le film qu'on a tourné avec toi et Cali, The Kettle, je pense que c'est vraiment un de mes films qui marche le mieux, qui a été dans tous les festivals. Bah, je C'est suis pas c'est surprise notre parce qu'il y a petit préféré. ouais, il y a une en fait, il y a une simplicité aussi, quoi. À Berlin, ça marche, quoi. Je sais Ouais. pas comment expliquer. Et maintenant, je suis contente parce que je vois qu'à Bruxelles, ils sont en train un peu de Mmh. créer la même chose Mmh mh. et tous les ans à Bruxelles, au Point de vue Festival Bruxelles, on peut voir les films qui ont été tournés pendant le dernier Point de vue Festival Bruxelles, avec des collectifs de porno qui se sont créés pendant le Point de vue Festival Bruxelles. Donc voilà, il y a vraiment ouais, une émulation, quoi. C'est ça. Du coup, moi, il y a quand même une question que je voulais aborder avec toi, justement, puisqu'on parle bah, du fait que bah, voilà, les Porn Film Festival, c'est un endroit de créativité qui est super important. Toi, ta manière d'aborder les films, on est d'accord que ça va être plutôt tourné vers la créativité et pas forcément dans une visée, on va dire, commerciale, c'est-à-dire où ton but premier, c'est de faire de l'argent avec. On est d'accord, puisque il faut aussi replacer en contexte que toi, tu as d'autres sources de revenus que le travail du sexe, que le porno, et que donc, surtout quand tu t'es lancé, ça a jamais été en mode genre tiens, je vais faire carrière, je vais gagner ma vie, je vais faire mon salaire comme ça. Il On y est d'accord. a un peu les 2. En Un fait, peu les deux. mais oui, en effet, je suis pas rentrée là-dedans par besoin financier, ce qui me donne un privilège immense, dont j'ai hyper Mhm. conscience, Mhm. Mhm. parce que j'ai pas, un besoin de rentabilité énorme. Hem, j'ai commencé la cam à un moment, parce que j'avais vraiment besoin d'argent. Je vais faire référence à mes autres revenus comme mon travail vanille. Mhm. Et donc, en fait, j'avais des problèmes de santé, des problèmes physiques qui m'ont fait très, très peur de pas du tout pouvoir continuer mon travail vanille.
Donc j'ai commencé à faire de la cam. Donc pour ceux qui connaissent pas, Chatterbait, Street Cam, Oh, ils connaîtront. Oui, oui, de toute façon, à force, on connaît, Oui, les gens bref. vont finir par tout savoir. Vous saurez tout sur le porno Vous après saurez avoir tout écouté sur ce le podcast. zizi. Et... Pardon. Donc bref, j'ai fait un peu de cam quand vraiment j'avais besoin d'argent. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à mettre tellement d'énergie et tellement d'efforts et tellement de temps dans mes réalisations de films que je me suis dit, bon, quand même, il serait temps que ça devienne un peu rentable. Mais en fait, ça ne marche pas du tout. Nous savons. Et Oui. quelques années plus tard, j'ai, comme tout le monde, ouvert un OnlyFans. En me disant, c'est pas forcément l'approche du porn que j'aime, mais il y a aussi forcément une audience pour ce que je fais, donc on va essayer de l'atteindre. Spoiler, ça ne marche pas. Pas sur OnlyFans. Non, mais c'est super important et je pense que c'est des choses dont il faut qu'on parle en fait. Donc oui, vas-y, développe, n'hésite pas. Hein. Je me suis vite aperçue que une approche du porn, on va dire un peu plus mainstream, ça me convient vraiment pas. Moi, ça me déprime. C'est pas mon délire. Je jette pas la pierre, c'est pas pour moi. Donc j'ai vraiment besoin de faire quelque chose de plus... Je ne vais pas forcément dire artistique, mais peut-être plus esthétique, enfin bref, qui me ressemble plus. Mais ça ne rapporte pas d'argent. Ou très peu. Ouais. En tout cas, pas assez... Ça rapporte, en vrai ça rapporte, j'en suis au stade où ça rapporte un peu, mais je peux pas avoir une productivité équivalente parce qu'en fait il y a beaucoup plus de travail. Donc j'essaye vraiment d'avoir un équilibre entre on va dire des vidéos plus mainstream amateurs qui vont être pour mon OnlyFans et qui vendent, et des films où vraiment je m'éclate et je fais ce que je veux. Et aussi où du coup j'ai pas vraiment de contraintes, puisque j'ai pas besoin que ce soit rentable, ben en fait, je le fais pas en me disant « Oh là là, il faut que ça atteigne telle audience », je le fais pour moi. Mais c'est un privilège immense et je peux me permettre parce que j'ai un travail vanille à côté et parce que je fais un peu d'amateur mainstream à côté. Oui, oui, c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est... en fait, c'est... Parce qu'il faut pas oublier aussi que le porno, malgré ce que les gens en pensent, le porno c'est du cinéma et le cinéma c'est de l'art. Et en fait, on peut rentrer dans le cinéma et on peut faire du cinéma parce qu'on a envie de gagner sa vie, mais on peut aussi faire du cinéma parce qu'on a envie d'exprimer des choses à travers ça ou d'exprimer son art à travers ça. Donc, je pense que vraiment, il faut que les gens ils gardent aussi en tête qu'on n'est pas forcément dans le porno pour une question de rentabilité. Même si c'est comme dans le cinéma en fait, hein, je veux dire le cinéma d'auteur c'est pas forcément rentable, les Marvel, bon voilà, c'est un peu ça aussi la différence entre c'est quoi le porno indépendant, c'est quoi le porno mainstream. Et donc oui, il y a des personnes qui font du porno parce qu'ils en ont envie et parce qu'ils ont envie d'exprimer des choses artistiquement et qu'en fait ça passe par le porno tout simplement. Et du coup, oui, je voulais aussi en revenir un peu à, genre par exemple à ton dernier film que moi j'ai vu en festival, dont tu peux nous parler, celui avec le sang. J'allais y venir très bien. Parce que voilà, pourquoi, par exemple, justement, un peu essayer d'aller dans le fond du sujet de pourquoi les films sont pas rentables, pourquoi les films ne rapportent pas d'argent. Et je pensais qu'en fait, justement, en parlant de ton dernier film, ça pouvait être un bon moyen d'arriver à parler de tout ça. Donc, si tu veux déjà, pitch-nous ton dernier film qui est passé en festival. Alors, le meilleur exemple pour tout ça, c'est un de mes derniers films qui s'appelle La Petite Mort, qui est un film de vampire, de porn. Et c'est un peu mon bébé, ce film. Je pense que j'ai tout mis dedans. Mais c'est un film qui est absolument invendable, que je ne peux diffuser nulle part, parce que vu que ce sont des vampires, il y a du sang. Et le sang est majoritairement interdit dans la pornographie. Alors, il y a des raisons derrière qui sont pour éviter d'avoir des représentations de violences sexuelles. Il y a aussi pour éviter d'avoir des représentations de sang de règles, malheureusement. Et ça craint. Mais comme d'habitude, peut-être au moins une raison, on va dire, par rapport aux violences sexuelles qui pourrait faire sens, en fait, ça pénalise tout un champ qui n'a rien à voir. Ce qui est souvent le cas. Et donc, en fait, mon film peut être diffusé en festival, mais mon film ne peut pas être sur aucune plateforme de vente en ligne parce que les processeurs de paiement nous interdisent de vendre des films de porn dans lesquels il y a du sang. Alors, c'est du faux sang, mais bon.
C'est un bain de sang, quand même, ce film. Donc... Et donc, d'où ça vient cette règle parce que ça, c'est un sujet, je pense qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast, c'est que dans la vie, dans le commerce, sur le grand internet, vous tous, vous avez des cartes bleues. Et les cartes bleues, c'est soit des cartes Visa, soit des Mastercard, ou un pourcentage infime d'autres possibilités de cartes bleues qui existent. C'est donc Visa et Mastercard qui ont le monopole enfin qui se partagent le monopole en fait de la très 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 large majorité du marché en fait de tous les échanges monétaires financiers en tout cas qui passent par des cartes bleues. Or, Visa et Mastercard ont des règles très strictes sur ce qu'on a le droit ou pas d'acheter et de vendre avec Visa et avec Mastercard. Et ces règles très strictes, elles sont encore plus strictes quand il s'agit de pornographie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une liste d'interdits, de choses qu'on n'a pas le droit de montrer dans le porno. Pas parce que... Et c'est pas... Enfin, je veux dire, oui, il y a des raisons derrière qui vont être... en tout cas, des raisons qui vont être utilisées pour dire, mais si, il y a une vraie raison derrière. Mais ça reste Mais au arbitraire. final, en fait, voilà, c'est un peu arbitraire et c'est surtout Visa et Mastercard qui décident de ce qu'on a le droit de vendre, de ce qu'on a le droit d'acheter, de ce qu'on a donc le droit de produire. Parce que quand, dans un monde capitaliste où on est obligé de faire de l'argent, produire quelque chose qui ne va rien rapporter, c'est pas évident, c'est quasiment impossible, ou à part si, comme Ursina elle disait, on a cette chance d'avoir un peu un privilège, d'avoir de l'argent qui arrive d'ailleurs. Un autre exemple de ces règles, par exemple, j'en ai parlé la dernière fois dans le dernier épisode, que voilà, le premier court-métrage que j'ai fait, s'appelait Au Médoc, et il s'agissait de 2 personnes qui dégustent du vin, ou en tout cas qui s'apprêtent à déguster du vin. Et quand j'ai ouvert Carré Rose Film, on m'a demandé de supprimer ce film de la liste, parce qu'il y a de l'alcool dedans. Parce qu'on voit la bouteille de vin. On ne le boit pas, mais on voit la bouteille, on parle de vin, et on le sert dans des verres, et on le goûte en portant aux lèvres pour goûter. Et selon les règles de Visa et Mastercard, ça pourrait impliquer que le consentement des personnes est altéré puisqu'elles sont en train de boire de l'alcool. Même si c'est du jus de raisin, c'est un peu ce que Ursina disait, c'est que voilà, dans ton film La Petite Mort, c'est du faux sang, c'est pas du vrai sang, c'est du faux sang. Et donc là, que ce soit du vrai vin, du jus de raisin ou etc., en fait, Visa et Mastercard disent non, les personnes sont en train de consommer de l'alcool, donc leur consentement, il est peut-être altéré, donc c'est pas possible. Et on m'a demandé de supprimer ce film de la liste, alors qu'en plus c'est mon premier, donc je l'adore, et que, désolée de dire qu'en tant que personne française, on m'interdit de parler de vin, je suis dégoûtée. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée des règles et du fait que malgré le fait que bah voilà, on essaye de créer des choses, on essaye d'être libre et d'inventer et de produire des choses qui sont un peu on va dire qui sont légères et qui sont nouvelles et qui sont politiques, mais en fait on est empêché parce que derrière il y a Visa, il y a Mastercard qui décident de ce qu'on a le droit de faire ou pas, quoi. 2 choses. Je sers du vin à ma proie dans ce film. Oui, bah voilà, donc en plus avant tu de le tuer, je cherche. Parce que non seulement il y a du vin, mais en plus il y a du sang, et en plus quelqu'un décède, donc c'est trop. Ah bah là, en fait voilà, c'est le problème que j'ai fait ce film, c'est qu'au départ, je me suis dit, est-ce que je peux faire mon film de vampire avec du faux sang qui est clairement du faux sang? Est-ce que je peux, en mettant pas beaucoup? Enfin, j'ai un peu essayé et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait non, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Et donc, il y a ce moment où en fait, j'ai fait la croix sur la moindre rentabilité de ce film. J'ai fait, en fait, c'est mort, je pourrais jamais faire ce film comme je veux avec ça en tête. Donc, je me suis dit, bah, ok, je vais faire tout ce qui est interdit. En fait, à ce stade, je vais arrêter de me limiter. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est vraiment mon film préféré. Je pense que j'ai mis tout ce que j'aime dedans. Non, j'aime pas tuer des gens dans un bain de sang, mais j'aime beaucoup les vampires. S'il te plaît, coupe ça au montage, parce que imagine comment ça peut être récupéré. C'est mort, je le laisse. Et c'est hyper frustrant et c'est décourageant parce qu'en fait, voilà, comme tu dis, ça coupe complètement nos créativités si on n'a pas le privilège de pouvoir faire ça sans l'euro. Parce que pour moi, ce film, ça a été un gouffre financier, en fait. J'ai mis beaucoup d'argent dedans, j'ai bossé 2 ans dessus et je peux vraiment, littéralement, rien en faire
à part l'avoir en festival parfois. Mais c'est un peu cher payé, quoi. Et en même temps, Oui. c'est vraiment ma création préférée. Je suis Oui. hyper content de l'avoir fait. Ouais, Mais c'est voilà. terrible. Après, il faut que j'arrive à faire plein de petits projets à côté qui vont rentabiliser. Mais j'ai envie de dire, c'est le problème de la création artistique. De toute façon, c'est pareil dans mes autres travaux artistiques, c'est pareil dans mon travail vanille. La différence entre ce qu'on veut vraiment faire et là où on peut vraiment mettre, tu vois, toute notre créativité, notre émotion et ce qu'on veut, et la réalité du capitalisme est très différente. Donc on cherche tous à trouver des solutions et un équilibre là-dedans. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce que tu pointais de tous les interdits et toutes les lois et les législations, qui sont même pas des lois, parce que Visa et Mastercard, c'est pas des politiques, Non. ce sont C'est des règles, c'est vraiment des règles arbitraires qu'ils Voilà. imposent pour pouvoir utiliser leurs services. Et donc, en fait, toutes ces règles imposées, comme tu dis, pour moi, c'est c'est vraiment des chaînes, c'est vraiment des boulets pour nous en permanence. Et j'ai l'impression que moi, très souvent, quand je parle à des gens qui sont pas dans le milieu du porn, particulierne, un peu des problèmes auxquels on fait face, des choses qu'on voudrait faire. Genre, par exemple, là, je voulais voir, est-ce que je pouvais monter mon propre site pour essayer on va dire, de centraliser mes créations, mais j'étais là, mais en fait, je peux pas monter mon propre site parce que je pourrais pas avoir de processeur de paiement et parce que, en fait, mon site risque de sauter à cause de toutes les règles imposées. Et j'en parlais à une amie qui est créatrice de site, elle était là, non, mais peut-être on peut faire tel truc. Et je lui dis, non, mais en fait, ton enthousiasme et ta bonne volonté sont super, mais il y a des milliers, des millions, je sais pas, de gens qui font du porno. Crois-moi, si ce n'a pas été fait avant, c'est qu'on ne peut pas. Et en fait, les gens ne réalisent pas les barrières qui nous sont posées en permanence et se disent toujours, et même tous les jours, j'entends les gens, pourquoi personne ne fait une plateforme où il y aurait ça? Bah, parce qu'en fait, tu ne peux pas, mon ami, parce qu'il y a des règles qui nous en empêchent. T'inquiète qu'on y a tous pensé avant. Et ce n'est juste pas possible. Et je pense que c'est cette espèce de discours que j'entends toujours. Ah, mais pourquoi les travailleuses du sexe ne font pas ci, ça? Bah, parce qu'on ne peut pas, Jean-Mi, en fait. T'inquiète pas, on y a pensé. Mais on ne peut pas. Mais c'est vrai. Et à chaque fois qu'on trouve des solutions, c'est même pire que ça, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve des solutions, parce que moi, j'ai envie de faire un hommage à tous les travailleuses et travailleuses du sexe que je connais, tous les performeuses, tous les réalisateurs, réalisatrices qui ont une créativité, une résilience incroyable et qui trouvent des solutions. On trouve des loopholes, on trouve des solutions créatives, des trucs de marketing pour contourner tout, et on se fait tout le temps déplatformer, on se fait interdire, en fait, ça va. Dès qu'on arrive à trouver un début de solution, t'inquiète que l'épée de Damoclès va s'abattre sur nous, en fait, de toute façon. Donc c'est sans fin, c'est épuisant. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a toujours un peu un sursis. On a beau essayer d'exister et de faire sa pub par tous les moyens, en fait, et c'est de pire en pire. Hein. Enfin, là, c'est catastrophique. Tout est verrouillé, tout est censuré, tout est bloqué. Et pour en revenir à ce que tu disais, du coup, donc ton film La Petite Mort, il est disponible nulle part. Bah non. C'est ça? C'est qu'on peut pas le... Voilà. Alors, donc c'est pour ça, parce que... Je l'ai vendu... quoi, c'est que Je l'ai vendu sous le manteau. J'ai l'impression d'être, tu sais, j'ouvre ma veste, tu veux décéder. Franchement, c'est pratiquement ça. Je l'ai vendu un peu, tu vois, j'ai un peu expliqué la création du film sur Twitter et autres, et j'étais juste, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail. Et en fait, j'envoie un lien pour le voir, mais même ça, je pense que mon film est sur Dropbox, et un jour, Dropbox va me le faire sauter. Enfin... Oui, parce que là, dans les dernières news que j'ai entendues, donc parce que voilà, je rappelle, on est en août 2025 et on est dans un moment où en fait la censure et le contrôle sont en train de vraiment prendre une place sur Internet qui commence à faire peur. Et là, la dernière chose que j'ai vue, qui existe, qui était déjà vraie il y a quelques mois, quelques années, c'est que, par exemple, les utilisateurs de Google Drive qui ont des images, on va dire, pornographiques, not safe for work, de nudité sur leur Google Drive perso, peuvent se faire supprimer leur compte Google. C'est-à-dire que même si t'as des petits nudes privés à toi, où tu te prends en photo parce que t'as envie, tu te trouves jolie, tu te trouves beau, je sais pas quoi, et ben Google Drive, il peut dire non, c'est interdit, même si c'est ta photo, c'est ton consentement, c'est ton truc, c'est ton compte Google, c'est ton Drive que tu payes parce qu'il faut payer pour le stockage, ben non, tu peux te faire sauter ton compte Google. On en est à ce niveau, quoi. Oui, la censure a toujours été extrêmement insidieuse, mais là, en ce moment, elle étouffe tout le monde et elle se propage partout. Et faites attention, parce que comme d'habitude,
On dit toujours que les travailleurs du sexe, on est les canaris dans la mine, et c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si toutes leurs lois de censure, de surveillance, de répression, ils les testent sur nous, et après, ça va sur le reste de la population. Oui. C'est pas pour rien qu'on prévient Bah, tout le monde tout le temps, et c'est ce qui se passe en ce moment oui, oui, avec les oui. trucs Enfin, de vérification on en a d'âge. parlé la dernière fois. La loi de vérification d'âge, à la base, était censée être une loi, on va dire, pour protéger les mineurs d'accéder à la pornographie, donc une loi anti-porn, parce que je rappelle encore une fois, hein, que la plupart du temps, tout le temps quasiment, cet argument, il est utilisé à des fins politiques par des personnes qui veulent tout simplement supprimer la pornographie et que la pornographie n'existe plus. Donc aujourd'hui, donc cette loi de vérification d'âge, elle est en train d'atteindre Internet partout. Mm. On est en train de se faire censurer de partout. On a vraiment des moments où on est maintenant sur Spotify, sur Discord, sur Reddit, sur YouTube. Il faut donner sa pièce d'identité. Et tout ça, ça date de cette petite loi de vérification d'âge qui est en train de commencer à passer dans plusieurs États des États-Unis, qui est active en France depuis le 6 juin et qui est active en Grande-Bretagne depuis, il me semble, une semaine ou quelque chose comme ça. Donc oui, et ce qui me rend un peu ouf, c'est que puisqu'on parle de films de vampires, enfin là je sais pas si vous avez vu que là cette année on a eu Nosferatu au cinéma, et là il y a un nouveau film de vampires par un réalisateur qu'on n'a pas envie de citer qui va sortir là ces jours-ci, et en fait c'est forcément des films où il va y avoir du sang, où il va y avoir des morts, où il va y avoir du sexe, mais eux, ils sont pas censurés. Imaginez-vous qu'en fait Visa et Mastercard et tous ces gens-là, ils viennent dire attends, mais dans ton film il y a des gens qui meurent, on n'en veut pas. Imaginez qu'on vienne dire ah non, mais attends, là dans cette scène il y a des gens qui boivent du vin, on n'en veut pas. Enfin, imaginez-vous le nombre de films qui pourraient pas exister si Visa et Mastercard appliquaient les mêmes règles aux cinéastes qu'ils appliquent aux pornographes. C'est vraiment un truc qui, moi personnellement, me fait péter un plomb, quoi. Oui, j'allais Voilà, revenir je pète un plomb. sur la censure grandissante. Enfin, on l'a déjà vu depuis des années. On le voit en fait en souterrain à plein de niveaux, mais là, je pense qu'on assiste complètement au champ du cygne de l'Internet. L'Internet libre est Oui. complètement terminé. C'était déjà en train de mourir depuis un moment, mais là, c'est terminé. Je pense que c'est important de le dire. Ouais. Oui, l'Internet libre n'existe plus comme il a existé il y a quelques années. Nous, on peut vous le dire parce que on était là déjà. Parce qu'on était sur Tumblr. Mais là, moi, vraiment... Non, mais vraiment, moi là, je pète un câble. Il faut tout le temps donner sa pièce d'identité pour tout. Et en plus, déjà, moi, je suis quelqu'un qui a l'habitude de ça. Parce qu'étant donné que je travaille dans la pornographie, j'ai l'habitude de devoir dire, voilà, je m'inscris à tel site. Bah oui, je vais travailler sur ce site. Oui, je vous donne ma pièce d'identité. Parce qu'à la limite, c'est normal. Je vais diffuser sur un site. Donc, c'est OK de vérifier qui je suis, que je suis majeure. En plus, c'est mon travail. Ça me va très bien. Mais là, la dernière fois, ça arrive à un niveau où, genre, pour réserver un billet de train, il faut donner sa pièce d'identité. Pour aller écouter des chansons sur Spotify, il faut donner sa pièce d'identité. Pour tout le temps, partout, quoi. Et en fait, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, si vous avez... battez-vous pour l'Internet libre, si vous en avez un peu la foi, et dites-vous bien que les personnes qui font du porno, en fait, nous, on n'a pas envie non plus que les mineurs accèdent à notre contenu. C'est pas notre bail. Nous, ce qu'on veut, c'est que que ça reste des divertissements pour adultes. Mais je pense vraiment pas que demander la pièce d'identité à tout le monde, tout le temps, partout, ce soit la bonne solution. Je pense on est dans une ère de technologie où il y a probablement moyen de faire mieux que ça. Ouais. Donc voilà. Tout ça pour dire que du coup, La Petite Mort n'est donc disponible nulle part. Donc si vous êtes curieux de ce film porno de vampires avec du vin et du sang et des morts, envoyez-moi la un seule mail. manière de vous le procurer, c'est d'envoyer un message à Ursinae qui se fera un plaisir de vous communiquer. De vous vendre ça sous le menton, sous le manteau, comme un sous le manteau, comme un dealer de porn. Oui, on en est là, c'est terrible, c'est qu'en fait, nous, on est obligés aussi d'exister, et qu'en fait, et c'est aussi ça, un truc, c'est qu'en fait, le porno va pas arrêter d'exister parce que Pornhub a décidé de bloquer la France, parce que il faut donner sa pièce d'identité, en fait, c'est juste, on est obligé de passer par des canaux qui sont pas les canaux officiels, et franchement, ça me fait pas plaisir, moi, c'est pas un truc que je veux. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Moi, je voudrais que mes films... C'est vraiment pour en revenir à... Du coup, on parlait de Four Chambers. Four Chambers, à l'époque, quand ils ont créé ce projet, ils étaient disponibles sur Patreon. Parce qu'à l'époque, on avait le droit de crowdfunder pour du porno sur Patreon. Sauf que Patreon, ils se sont dit, maintenant qu'on marche bien,
et qu'on veut être coté en bourse et qu'on veut être une belle entreprise avec des investissements et tout machin, il faut faire place nette. Et donc, place nette, ça veut dire quoi? Ça veut dire virer les gens qui font du porno. Et je suis désolée, mais ce n'est pas normal qu'on puisse crowdfunder pour des trucs qui vont peut-être être violents, qui vont peut-être être racistes, parce que souvenez-vous à l'époque d'un certain site de cagnotte qui était d'accord pour avoir du contenu d'extrême droite sur son site, mais qui n'était pas d'accord pour avoir du porno sur son site. En fait, rendez-vous compte que c'est pas normal en fait que parce que ce qu'on fait c'est explicite, on n'ait pas le droit de faire appel au même service, par exemple de crowdfunding que tout le monde en fait. Mm. C'est dommage parce que rendez-vous compte de tous les projets artistiques qui pourraient exister si on pouvait juste avoir notre place à côté des autres projets en fait. C'est là où je voulais rebondir. En fait, le problème aussi de toutes ces lois et de toutes ces réglementations, c'est que comme d'habitude, c'est les toutes petites structures qui sont pénalisées. Parce qu'en fait, les grosses compagnies, elles ont les moyens de contourner, elles ont les moyens, je sais pas, probablement de donner des pots de vin et d'avoir des arrangements, en fait. Sauf que bah, Ursina et Vesperal, la petite structure qui n'est que moi, bah, en fait, j'ai aucun pouvoir, donc je disparais. Et tous les petits trucs indépendants, tous ceux qui justement essayent de créer quelque chose d'un peu différent, c'est eux qui disparaissent en premier. Oui. Genre, je ne m'inquiète pas pour les gros sites de porn mainstream, et ils vont ils vont rebondir, ils ont l'argent, pas nous. Ouais, Ouais. c'est exactement ça. Je reviens pas sur le sujet parce que j'en ai parlé dans Ok. l'épisode précédent, mais c'est oui, c'est vraiment c'est exactement ça. C'est la mort des petits studios, c'est la mort des petits indépendants, et Ouais. en fait ça va faire que faire finalement plus de place aux grosses compagnies dont on sait qu'elles produisent un porno qui n'est pas toujours positif ou en tout cas qui n'est pas politique, ou en tout cas qui va pas essayer d'aller chercher d'autres représentations, Oui, c'est etc., ça. etc. C'est juste, même sans aller dans l'éthique, c'est vraiment une perte de diversité. Oui, C'est une oui, perte oui, de oui, oui, diversité et de parce que, enfin, créativité vraiment, parce encore une que fois, moi, je... eux vont appliquer des solutions qui fonctionnent, et on sait que les solutions qui fonctionnent sont pas forcément les plus intéressantes, si je peux me permettre. Oui, c'est pas intéressant politiquement, c'est pas intéressant en termes de représentation forcément, ou en tout cas, même si ça peut être intéressant, c'est pas ce que tout le monde veut en fait. Exactement. Et donc on se retrouve encore à avoir qu'un seul contenu. En fait, c'est simple, et j'utilise toujours cette métaphore, la métaphore du McDo. C'est quoi la différence entre un McDo et un burger artisanal fait par ton petit resto de quartier? Et en fait, c'est la même chose entre le mainstream et le porno un peu indé, c'est que en fait, il y a un moment où si tous les artisans y ferment, on va se retrouver où il y aura plus que des McDo. Et en fait, est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde où il y a que des McDo et où il n'y a pas le choix à part manger du McDo? Bah, pour le porno, c'est pareil. Est-ce qu'on a envie d'être dans un monde où il y a qu'un seul type de porno, et un porno dont en plus les personnes justement qui font ces lois savent, enfin, ou ont l'impression que c'est un porno qui n'est pas positif. Donc en fait, arrêtez de voter des lois qui font que les seuls qui vont survivre, c'est ceux-là même que vous critiquez. En Bien fait, sûr. ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Du coup, moi, il y a une chose sur laquelle je voulais qu'on revienne, c'est... hum, puisque tu disais que tu fais, du coup, quand tu fais des films, genre notamment là, puisqu'on parlait de La Petite Mort, mais un peu les autres, finalement, c'est pareil, c'est des films que tu fais pour toi, pour te faire plaisir, parce que t'as envie de faire ce film, etc. Mais du coup, à côté, t'as un OnlyFans pour, on va dire, pour l'argent, pour le revenu. Du coup, est-ce que t'abordes les deux de manière différente, ou est-ce que finalement, au final, tu te retrouves à faire un peu le même genre de contenu, ou la même chose dans les deux pratiques? Au départ, je pensais vraiment faire un OnlyFans juste avec mes créations. Je vais dire mes créations artistiques. Mais bon, on va dire mes films un peu plus travaillés. Et ouais, en fait, très rapidement, j'ai fait deux trucs différents. D'accord. Parce que je pense que OnlyFans, les gens cherchent plus juste une connexion avec les créateurs ou les créatrices. Ils veulent du direct, ils veulent des trucs personnalisés. Et majoritairement, l'audience s'en tape du genre de contenu que tu fais. Enfin, c'est Ok. ce que je vois. J'ai quelques personnes sur mon OnlyFans qui vont être super en soutien pour mes trucs un peu plus artistiques, mais c'est pareil, ils sont là genre ouais, c'est super, mais ils vont pas me payer plus, donc en fait, je peux... Pour moi, c'est vraiment un truc de rentabilité, c'est que voilà, faire un film, c'est long, c'est très long, c'est beaucoup de travail d'édition, c'est beaucoup de travail en amont.
faire une petite vidéo amateur, c'est beaucoup plus rapide. Donc, je peux faire une petite vidéo pour OnlyFans, je peux en faire peut-être plusieurs en un jour sans souci, et les éditer peut-être le lendemain, et c'est balancé. Un film, ça va me prendre plusieurs mois, parce que je suis toute seule, et que je suis scénariste, réalisatrice, parfois performeuse, monteuse, étalonneuse, marketing, voilà. Donc Nous sachons. mais aussi parce que c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que je vais passer beaucoup de temps sur le montage. J'adore et je déteste parce que c'est très long, mais j'adore faire des montages. Souvent, je vais monter en musique. Il faut que j'ai de la musique. Il faut peut-être que j'ai de la musique composée ou il faut que je trouve de la musique libre de droit, ou quelqu'un qui veut bien me le faire pour un budget que je puisse me permettre. Enfin, c'est très différent. Après, j'essaye de m'éclater aussi sur mes vidéos OnlyFans. Donc, je vais toujours un peu... je vais travailler mes lumières. Peut-être je vais travailler des costumes. Je vais travailler une mise en scène souvent. Des fois, je fais une petite vidéo en 5 minutes parce que c'est ça dont on a besoin. Ça dépend vraiment. Peut-être que je fais est plus varié sur OnlyFans au final, parce que j'adapte peut-être beaucoup plus mes créations à l'audience. Oui, c'est ça en fait. C'est que au final, sur OnlyFans, tu t'adaptes à la demande. C'est ça. Au final. Sur OnlyFans, je veux vraiment faire des vidéos dans le but de vendre. C'est ça la grosse différence. Ok. Ouais. Et puis, de temps en temps, je vais aussi mettre sur OnlyFans mes films un peu plus léchés, parce que pourquoi pas ? Il y a aussi un public pour ça. Mais le problème, c'est que c'est difficile de les vendre beaucoup plus cher par rapport au temps passé. Donc, voilà, c'est trouver un peu un équilibre, quoi. Ok, donc ouais, ok, oui, très bien. Donc oui, on est vraiment sur deux démarches différentes, où d'un coup, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, et l'autre démarche, c'est qu'est-ce que le public a envie d'acheter, qu'est-ce que les gens ils ont envie de voir, et etc. Ouais. Et jusqu'où tu vas pour t'adapter au public, parce que dans le dernier épisode, on parlait justement du fait que, tu sais, sur les tubes, une même vidéo avec un titre poétique et un titre complètement... putaclic, pour utiliser le mot que j'aime pas, vont avoir pas du tout la même audience. Donc jusqu'à quel point t'as décidé de t'adapter ou pas aux trends, aux tendances, à la demande, à ce que les gens ils veulent? Très très bonne question, merci. J'allais y venir, mais tu l'as amené tellement parfaitement. Pour moi, la limite, c'est ma santé mentale. Et ma santé mentale a des limites très précises. Ouais. Et donc justement, l'exemple que tu donnes est parfait. C'est-à-dire que moi, les titres putaclic, ça me fait vomir. Littéralement. Je peux pas. Le côté marketing, on va dire type porn mainstream, c'est tout ce que je déteste. Alors, c'est personnel, hein. Je comprends que ça puisse exciter plein de gens et tout, mais moi, je peux pas. Je peux pas notamment parce qu'en général, c'est dégradant. C'est sexiste. Et je suis hyper féministe et je peux pas. Je peux pas. Et comme je crée mon porn moi-même, je suis en contrôle complet de mon image. Donc je fais ce que je veux, je le présente de la manière dont je veux. Et je n'arrive pas du tout à rentrer dans ce style-là. Ouais, ça met hyper mal à l'aise. Ce qui, on le rappelle, parce que tu l'as dit tout à l'heure, mais on le rappelle, c'est vraiment une forme de privilège, d'avoir ce luxe de pouvoir tout contrôler, tout maîtriser, et faire tes propres films, et avoir ton propre contrôle de ton image, etc., quoi. Et c'est extrêmement important pour moi, et je sais que les périodes où justement j'avais moins de privilèges, j'avais plus besoin d'argent, et donc je dois plus m'adapter. En fait, je vois très très vite le moment où je commence à rentrer là-dedans, l'impact sur ma santé mentale. Et ça en vaut pas la peine. Si je peux me permettre, bien sûr, de nouveau. Donc je fais très attention à ça. J'ai très conscience depuis très jeune que tout ce que je mets sur Internet, il restera pour toujours. Donc c'est très important pour moi de mettre des choses que je vais assumer, des trucs qui ne me mettent pas mal à l'aise, des trucs avec lesquels je suis en accord. Parce que, pour moi, c'est... comment dire, je pourrais jamais être attaquée, je pourrais jamais être blessée si des gens essayent d'utiliser ça contre moi, parce que moi je trouve ça cool. De nouveau, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais voilà, je pense que c'est cette espèce de comment on appelle ça, putain, en français, un bargain. Négociation, c'est l'espèce de voilà, je pense que c'est l'espèce de négociation qu'on doit tous avoir sous le capitalisme entre à quel point on va vendre son âme et à quel point on a besoin de manger et à quel point ça va nous bousiller intérieurement.
Oui, oui, absolument. Je sais que moi, Et je suis un peu passée par ces étapes-là parce que quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé, bah, du coup, à peu près en même temps que toi, parce que j'ai dû commencer en 2013, quelque chose comme ça, à faire de la photo Mmh. nue et la webcam assez rapidement en 2014. Et en fait, à l'époque où j'ai commencé la webcam, j'avais un travail vanille, j'avais un salaire. Donc, c'était pour moi une forme d'exploration du corps, une forme d'exploration de la sexualité, quelque chose que je faisais pour le fun, quelque chose que je faisais pour moi et qui en fait, le fait que ça me rapporte de l'argent ou pas n'avait pas d'incidence. Sauf que nous sommes 10 ans plus tard et la situation a complètement changé. D'une part parce que l'économie mondiale s'est complètement transformée en 10 ans et que là en plus on est dans une période de crise un peu partout, d'inflation rampante depuis la pandémie, etc. Et surtout, j'ai pris la décision personnelle de arrêter mon travail vanille pour me consacrer à 10 000% au porno et à tous mes projets autour du porno. Et la différence, ma parole, entre quand tu dois produire un truc, que t'es là, tu sais qu'il faut que ça rapporte parce que sinon c'est la merde, et tu fais un truc parce que t'as envie et que ça te plaît et que c'est fun, bien sûr, mon Dieu, bien en fait. sûr. Et Mon Dieu, ben, la différence. je vais rebondir là-dessus et je vais donner un exemple hyper ça va faire rire tout le monde. Heu, Par exemple, moi, je déteste le sperme. Donc j'ai hyper bien choisi, Je suis, je mon suis très champ de contente parce travail. que je trouve on avait été trop sages jusqu'à maintenant, donc bah, sachez-le, à telle minute, on a prononcé le mot sperme. Je savais que tu Enfin, allais vous voyez adorer. qu'on parle de porno. Donc voilà, je trouve ça hyper drôle, même pour moi. Genre vraiment, j'ai super bien choisi le métier dans lequel je suis puisque je déteste le sperme. Euh, et je suis allergique au sperme. Vous voyez, c'est ça la misandrie. Tellement hétérophobe de ma part. Tellement misandre. Anyway, donc vraiment, donc c'est un peu compliqué dans le porn, évidemment. Et donc bah, j'ai deux choix. Soit je fais des porns sans sperme, soit je me fais violence. Et bah, généralement, je fais du porn sans sperme. Et c'est même devenu un peu. À un moment, c'était une blague. À chaque fois que j'avais des films à Berlin, j'étais là, genre, voilà, Ursinae, Vesperal, spermless porn. Je sais, vous n'aurez jamais le cum shot, vous n'aurez jamais de cream pie avec moi. C'est mort. Et donc, c'est intéressant dans mon cas parce qu'il y a la partie, je pourrais me forcer sur mes goûts. Mais après, je veux aussi me forcer sur un truc physique qui est vraiment pas bon pour moi. Donc déjà, ça rajoute un niveau. Et en fait, je trouve que c'est un exemple parfait bah, parce que clairement, ça me coupe énormément d'une grande audience qui adore ça. Bien sûr. Mais parce que j'ai choisi en général de ne pas en avoir, bah en fait, j'attire aussi une audience qui s'en fout ou qui veut pas en voir non plus. Donc c'est plus niche, c'est moins rentable, mais c'est plus en accord avec tout ce que je fais. Et le problème, c'est qu'on rentre très rapidement dans cette boucle-là où si tu commences à produire beaucoup de contenu qui s'aligne pas avec ce que tu veux ou que t'aimes pas faire, bah en fait, probablement, ce contenu va bien marcher. Donc on va te demander encore plus et tu vas être connu pour ça. Donc, et c'est la même chose dans les boulots artistiques. C'est exactement la même chose. En vrai, j'ai les mêmes problèmes Mhm. dans mes boulots vanille. C'est vraiment de nouveau, toujours cet équilibre et cette négociation entre ce qui est OK pour toi de faire et ce qui va te ramener de l'argent, mais aussi ce que ça va te ramener comme clientèle ou comme audience. Je pense que c'est quand même un truc vraiment important. Donc moi, quand j'ai commencé OnlyFans, pour toute la partie marketing, et vous inquiétez pas, on fait énormément de marketing. Par exemple, à un moment, j'avais bossé pendant un très court temps avec une assistante qui faisait un peu, qui postait ce qu'on appelle des drops, bref, qui me faisait de la pub pour mon OnlyFans. Et donc, je lui avais envoyé mes photos, je lui avais envoyé la petite phrase d'accroche que tu mets. Et elle me disait, ah, mais tu sais, c'est bien, mais pour ta photo, il faudrait vraiment que tu aies l'air d'être en plein orgasme et il faut mettre des phrases plus accrocheuses. Et j'étais là, merci de ton conseil, mais non, j'ai fait ça volontairement. Je n'ai pas envie de faire ma pub de cette manière. Alors, d'une manière, parce que je me dis, c'est ce que font toutes les autres meufs. Est-ce qu'on en a besoin d'une de plus? Peut-être pas. Je sais que si je fais ça, ça va attirer une audience qui ne va pas correspondre à mon contenu. Alors, parfois, c'est bien parce que c'est une audience plus large et peut-être des gens vont découvrir des trucs, mais moi, j'étais là, bah, ok, ma niche, c'est du porn, plutôt artistique, pas super hardcore,
légèrement kinky, mais franchement pas ouf, quoi. Et oui, vous n'allez pas avoir des échecs faciales et des cream pies, en fait. Donc, je vais pas faire ma pub de cette manière-là, ça ne sert à rien. Et après, de nouveau, Oui, bien sûr, ça n'aurait pas de sens. c'est le côté santé mentale. Personnellement, moi, quand je vois des murs entiers de pubs OnlyFans où juste toutes les modèles, littéralement, on voit que leur chatte avec que des trucs d'accroche entre guillemets hyper dégradants pour mon âme de féminisme, mais moi, ça me rend malade, en fait. J'ai pas envie de participer à ça. Alors, je sais qu'elles le font parce que ça marche. Et genre, comment dire, je respecte la travailleuse du sexe, mais moi, je peux pas. Ouais, je comprends tout à fait. Mais, je me tire aussi une balle dans le pied en termes de revenus. J'en ai Bien conscience. sûr. Mais voilà, Bien pour sûr. moi, c'est mon Bien choix sûr. où je sais que voilà, je suis trop rigide sur ces points-là et j'arrive pas. Enfin, je pense que ouais, mon rapport à l'image est très très important et j'ai vraiment besoin d'avoir ce contrôle et Ouais, je comprends. Ouais, c'est mes valeurs aussi, c'est mes convictions et comme je pense Moi, c'est parce que j'ai un peu... je pense c'est parce que je suis arrivée par le porn indé queer aussi. Et je Oui. pense qu'on a un peu moins ce truc et enfin je suis désolée mais moi quand je vois grosse salope rêve de se faire éclater et prendre par les deux trous, moi ça m'excite pas. Hein. Moi ça me donne envie de fuir quoi. Donc et du coup c'est vachement marrant que tu te dis ça parce que moi c'est un peu l'inverse. Bah je sais, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que moi, vraiment, je suis... depuis le début, je vous le dis, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais porno. Il y a des pornos qui intéressent plus ou moins des gens et des pornos qu'il faudrait plus ou moins améliorer parce qu'ils véhiculent des choses qui sont pas toujours bien et qu'il faut avoir conscience que le fantasme, c'est bien pendant un moment, mais que des fois, peut-être, ça va un peu loin. Mais c'est un équilibre qui est hyper dur à trouver. Mais moi, je sais que, par exemple, j'adore le porno mainstream, j'adore les trucs de clichés, j'adore les trucs comme ça, et j'ai pas de soucis avec ça, parce que, effectivement, comme toi, je sais qu'en fait, c'est ce qui marche, je sais que c'est ce qui excite les gens, je sais que c'est ce qui va vendre, etc. Donc j'ai pas de soucis particuliers avec ça. Moi, c'est l'inverse, c'est que je suis arrivée dans le milieu du porno parce que je connaissais le porno mainstream, parce que j'étais une grosse fan de porno mainstream, et finalement, c'est l'inverse, c'est que moi, j'ai découvert un porno que je connaissais pas, le porno queer, le porno indépendant, et qui m'a aussi permis en fait de rentrer dans le milieu parce que moi le truc qui m'a toujours rendu triste, c'est que quand j'avais une vingtaine d'années, je disais à mes potes: ah mais moi tu sais, si j'étais bonne, je ferais trop du porno. La tristesse de dire ça, de penser ça de soi-même et d'être là à se dire: ah je suis pas assez bien pour faire du porno. Mais pourquoi? Parce que moi j'ai grandi dans les années 90-2000, il n'y avait pas de représentation facile et atteignable de personnes qui avaient des corps comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui fait pas 1m80, qui est pas blanche, qui est pas mince, qui est pas blonde et qui a pas des gros nichons et un gros cul. Et à l'époque, on voyait que ça. Et donc moi, je me suis dit, mais jamais de la vie, je pourrais faire du porno parce que je suis pas Brianna Banks, je suis pas Jenna Jameson, ça ne marchera jamais en fait. Et grâce, du coup, au Porn Film Festival Berlin, grâce à mon travail que j'ai pu faire à travers le Tag Parfait et aux interviews et aux rencontres que j'ai fait, j'ai découvert qu'il y avait tout un pan du porno dans lequel je pouvais exister. Et c'est là-dedans que je me suis infiltrée, en fait. Donc moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je suis arrivée par le mainstream, que j'adore, et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre porno qui existait et dans lequel je pouvais être. Mais de toute façon, comme toi, je sépare vraiment... pour moi, Carré Rose Film, c'est mes petits films que je fais parce que j'ai envie de les faire et parce qu'ils me plaisent. Et OnlyFans, c'est vraiment parce que c'est du contenu où je me dis, là, il faut que ça rapporte, il faut que ça plaise aux gens qui vont le regarder. Et on se rend compte qu'en fait, les deux sont pas du tout la même démarche, c'est pas du tout la même chose. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme Carrero Film, c'est mon projet principal et c'est le projet sur lequel je suis un peu en train de baser ma carrière et en tout cas mon potentiel revenu si jamais un jour ça devient rentable, je me rends compte que je suis obligée de sacrifier beaucoup de la créativité ou en tout cas de la part artistique que je veux mettre parce que ça ne va jamais rapporter sinon. Parce qu'on n'est pas tous Fort Chamber, c'est qu'on n'a pas tous été les premiers sur la niche artistique et que en fait, moi, si je veux que ça rapporte, il faut aussi un moment que je veux des trucs vendables et donc du sperme. Quelle pirouette, c'est
magnifique, une pirouette d'éjac. Du coup, moi, si vous voulez, dans mes films, il y a du Il y a sperme. du sperme Parce et que du moi, vin. moi, je suis pas anti-sperme en plus. Mais par contre, ce qui est très marrant, c'est que dans mon premier film, je me souviens très bien, il n'y avait pas de cum shot à la fin. Donc le cum shot, c'est l'éjaculation, qu'on appelle aussi le money shot dans le porno, parce que littéralement, c'est le moment que les gens attendent et c'est là où en fait, c'est là qu'on va rentabiliser le film. Et moi, dans mon premier film, en fait, quand je l'ai monté, j'avais une éjaculation. J'avais un orgasme de l'homme qui était dans le film, et en fait, je me suis rendu compte en montant le film qu'en fait, il servait à rien ce moment. Parce qu'il y avait un autre moment qui était très mignon, où en fait on était tous les deux un peu genre vraiment, tu sais, enlacés, mais tu vois, avec la passion, où en fait il y a un échange de rire, de sourire, et je me suis dit, mais en fait si ça s'arrête là, c'est trop beau, c'est trop bien. Et donc j'ai jamais mis le cum shot, et ben crois bien que les gens qui ont acheté mon premier film, ils sont venus me voir en me disant, oui, je comprends pas, parce qu'il n'y a pas d'éjaculation dans le film. Et du coup, qu'est-ce que je leur ai dit ? Je leur ai dit, mais écoute, n'hésite pas à aller sur partousgay.com si ce que tu veux, c'est voir des litres de sperme. En tout cas, c'est pas chez moi qu'il y en aura. Mais sachez que les hommes hétérosexuels, ils adorent voir... Ils ont besoin de voir du sperme. Ils adorent voir des pénis et du sperme, quoi. Pour s'identifier, encore une fois, c'est pour une question pour s'identifier, pour pouvoir se mettre à la place de la personne qui jouit dans le film. Sauf que, du coup, quand t'es une personne qui a pas de pénis, tu fais comment pour t'identifier, tu vois ? Alors... Donc c'est là où c'est important aussi d'avoir des films où on met le plaisir féminin en avant, ou en tout cas le plaisir des personnes qui ont des vulves. Alors, allons là-dedans. Allons dans la vulve. C'est aussi... Enfin, tu vois, en fait, en t'écoutant, je me dis, c'est génial, parce que toi, t'as eu l'approche de « je ne suis pas représentée dans le mainstream porn que j'adore, du coup, je veux rentrer dedans et le diversifier ». Et moi, j'étais là, je ne suis pas représentée dans le mainstream porn qui vraiment ne me parle pas, donc je vais faire du porn différent. Mais... Voilà, et de nouveau, je sais que quand je parle et que j'explique que genre ça ne me parle pas, ça ne m'excite pas, je dis pas en termes de jugement, c'est juste ça ne fonctionne pas pour moi avec mon approche et mes valeurs. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Et comme dit, c'est du porn, le porn c'est fait pour exciter, c'est fait pour se masturber, c'est fait pour explorer des fantasmes. Et en général, les fantasmes, ils vont aller dans des endroits gênants, ils vont aller dans des endroits tabous, ils vont aller dans des endroits qui nous mettent mal à l'aise, donc c'est normal. Et donc de nouveau, je suis pas en mode le mainstream porn c'est mal, c'est comme on disait un problème de diversité. S'il n'y a que le mainstream porn qui, soyons honnêtes, est quand même extrêmement sexiste, il y a un problème. Oui. Et donc c'est pour ça que, pareil, moi quand j'ai démarré, je me suis dit, je veux faire du porn qui ne s'adresse pas aux hétéros, je veux faire du porn qui ne s'adresse pas aux hommes. Parce que je veux faire quelque chose qui n'est pas dans le regard masculin. Donc c'est pareil, j'avais aussi de nouveau ce truc de représentation de j'ai envie de montrer des relations queer, j'ai envie de montrer du sexe lesbien, mais qui n'est pas fait par des hommes et pour des hommes, très important, parce que moi quand je voyais du porn mainstream avec des lesbiennes, j'étais là, elles sont pas lesbiennes. Peut-être elles sont lesbiennes, mais c'est pas moi, je ne suis pas le public cible, clairement. Donc, mais de toute façon, c'est très connu qu'il y a des personnes, des actrices, des performeuses, en tout cas, qui font gay for money, qui sont hétérosexuelles, et c'est pareil aussi pour les hommes qui sont hétérosexuels, mais qui en fait tournent des scènes gays parce que en fait c'est le travail et que c'est comme ça, et c'est pas grave en soi. Voilà. C'est pas grave en soi, mais sauf que du coup, mais encore une fois, s'il n'y a que ça, ce que je disais, ça devient un souci. Voilà, c'est pas possible. Ouais. Très bien. Eh ben super, j'ai adoré qu'on parle de sperme finalement. On en est quand même arrivé. Arrivé là, donc c'est super. Je voulais faire une pirouette sur ce que tu disais au départ, pour revenir là-dessus, que tu disais que voilà, on a beaucoup de gens qui viennent faire du porn pour l'argent, parce que parce qu'ils ont besoin, et il y a aussi des gens qui viennent faire du porn parce qu'ils ont une libido élevée ou qu'ils adorent le sexe et qu'ils veulent faire du sexe. Et donc moi, il y a aussi ça, parce qu'il y a tout le discours artistique, super représentation, mais en fait, je me rappelle une fois, une personne de mon autre travail vanille m'a demandé, ouais, je sais pas si je peux demander, c'est un peu perso, mais pourquoi tu fais du porn ? Et en fait, je me suis retrouvée vraiment stupide en mode pris de court. Et je lui ai dit, en fait, j'aime vraiment bien le sexe et j'aime trop faire du sexe avec des gens cool et beaux. Et du coup, c'est un champ d'exploration où il y a beaucoup de gens super motivés pour faire du sexe. Ouais. Et je me rappelle, je lui ai dit après, je pense que je pourrais te faire une réponse beaucoup plus intellectuelle avec des trucs profonds, mais soyons honnêtes, surtout que j'aime bien niquer, quoi. Je vois très bien. Et en fait, la personne était là, ok, valide, fin de la discussion. Et je me suis dit, c'est vachement mieux qu'un long discours.
Oui, non, mais c'est une raison tout à fait valable, on Bah a oui. aussi le droit. Voilà. Et en effet, j'ai rencontré des Euh, gens super cool et super avec qui j'ai pu faire du sexe et je suis ravie que tout ça ait été capturé en images et pour la postérité. Et voilà. Eh ben, c'est sur ces belles paroles, du coup, qu'on va vous laisser et qu'on va terminer. Ursinae, tu peux nous rappeler où est-ce qu'on te trouve sur Internet et où est-ce qu'on peut trouver tes créations? Alors, je suis partout. Je suis sur Instagram à Ursinae Vesperal. Je suis sur TikTok, probablement la même. Je suis plus trop sur X parce que nous savons. Je suis sur Blue Sky maintenant, à Vesperal.bluesky. Je sais plus. Je le marquerai. OnlyFans Vesperal. Super. Euh, Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cet épisode de Démonétisé. Carmilla, on a oublié un truc. Oui, Pink Label. quoi? Pink Label. Un dernier truc parce qu'on parlait de Berlin et des plateformes. Et moi, je veux faire une pub pour Pink Label TV qui a été créée suite au Festival de Berlin par Gisli et Shine with Houston qui se disaient qu'elles voyaient des films incroyables au festival et que ces films n'existaient nulle part. Et donc, elles ont créé une plateforme de diffusion de tous ces films. Et c'est fait par des personnes queer, c'est fait par des personnes du milieu qui sont performeurs, réalisateurs, réalisatrices. C'est super, ça nous rémunère bien. Donc vraiment, moi j'insiste à chaque fois qu'on me demande où est-ce que je peux trouver du porn sympa, du porn différent, où est-ce que je peux aller regarder des films où je sais que c'est... Alors j'aime pas le terme éthique, mais disons qu'ils sont faits dans des bonnes conditions, avec respect pour tout le monde impliqué. Pink Label TV. Et donc, tous mes films un peu plus artistiques, donc, et certains un peu plus amateurs d'ailleurs, sont sur Pink Label TV, Studio Vesperal. Donc voilà, vraiment, pour moi, en général, je recommande toujours Four Chambers si vous voulez découvrir un truc plus artistique, et je recommande toujours Pink Label si vous voulez quelque chose de très queer, très indépendant, Oui. extrêmement divers. C'est vraiment super. Oui, là pour le coup, Ouais. Pink Label, il y a tout, et il y a de la diversité, il y a Ouais. des styles différents, il y a des gens différents, donc ouais. Et vous pouvez Très vraiment bien, y aller vraiment en Ursinae, sachant que ouais. l'argent revient aux réalisateurs, réalisatrices et aux performeuses. Vraiment, Absolument. voilà. Pink Label. C'était mon coup de pub. Payé pour votre Bah porn. voilà, comme ça vous savez absolument où retrouver maintenant Ursinae Vesperal, et j'espère que ça vous aura donné la curiosité de vous pencher un petit peu sur du porno divers et sur du porno alternatif. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, la prochaine interview, et surtout n'oubliez pas que vous pouvez soutenir le podcast sur patreon.com/démonétiser parce que, comme son nom l'indique, le podcast ne pourra jamais avoir ni la YouTube monnaie, ni la TikTok monnaie, ni rien, puisque la censure est là et elle est présente, et donc sans votre soutien, on pourra tout simplement pas continuer à exister. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Démonétisé est un podcast réalisé et présenté par Carmina. À la post-prod, Surley et Carmina. Au design, Flynn Salazar. Avec nos chaleureux remerciements pour Benjamin Septem Ours. Une production avec les doigts.